Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français, et aujourd'hui, dans cette vidéo d'étude de cas, j'accueille une femme entrepreneur, Jeanne, qui a eu un parcours très inspirant. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par une difficulté qu'elle a résolue à titre personnel, un burn-out qu'elle a résolu pour elle-même, et qu'elle a ensuite transformé en expertise pour ensuite pouvoir accompagner et aider d'autres personnes. Ça l'a amené à rejoindre ma formation à la machine à vendre et à créer une séquence de communication qui lui ont permis de générer les 30 000 premiers euros de son activité. Donc, aujourd'hui, elle va nous expliquer comment s'est fait cette transition, quelle est la stratégie qu'elle a utilisée pour lancer son activité indépendante en quittant en fait son emploi salarié. Et on va discuter justement de comment est-ce que si vous êtes un porteur de projet, vous pouvez faire la même chose. Bonjour Jeanne. Bonjour Sébastien. Je suis ravi de t'avoir en ligne avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux présenter un petit peu, comme je l'ai dit, tu es experte du stress et du burn-out. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'a amené à le devenir et voilà, parler un petit peu de ta progression au cours des dernières années. Ok, donc en fait, je suis devenue spécialiste du stress et du burn-out malgré moi parce que c'est vraiment quelque chose de très douloureux. J'ai vécu un burn-out en 2006. Je travaillais à la Commission européenne dans une grande organisation à Bruxelles. Et donc, au bout de 4 ans de métier, je savais pas que j'étais pas à ma place. Maintenant, avec le recul, je peux savoir que vraiment, j'étais pas à ma place. Donc, j'ai eu ce burn-out qui m'a mis dans un état vraiment lamentable au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel. J'étais complètement épuisée. Donc, quand j'ai arrêté, en fait, j'ai démissionné. Démissionner, c'est jamais quelque chose de bon quand on est surtout dans une position qui semble être quelque chose d'extraordinaire aux yeux des autres. La souffrance qui était la mienne, il n'y avait que moi qui la vivais. Tous les gens autour de moi ne le Vous ne voyaient comprenez pas pas? parce que l'être humain, il a une capacité extraordinaire de faire semblant. On arrive à faire semblant et à montrer qu'on est bien alors qu'à l'intérieur, on est complètement HS, quoi. Donc, dans cet état-là, il est arrivé un moment où je n'arrivais plus à avancer. Il y Mhm. a des gens qui finissent par se suicider. Pourquoi? Parce qu'en fait, on perd le repère. On perd tout ce qu'on pouvait croire sur soi est complètement à plat. On n'arrive plus à fonctionner. Le cerveau est bloqué. Voilà. Et moi, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un ami qui est passé par hasard à Bruxelles. C'est un ami d'enfance et qui Mhm. m'a parlé du pays, hein, les petits souvenirs du pays et tout ça. Et puis je me suis dit, mais ça serait génial que je retourne dans mon pays natal. Donc, ça m'a donné en fait une occasion de raconter une histoire à mon patron pour dire, je suis fatiguée parce que ça ne me convient pas, j'aime bien retourner dans mon pays pour aider les autres, pour aider l'Afrique, quoi. Et Mhm. c'était une bonne solution. En donnant cette chose-là, cette idée, en fait, ça me permettait Ça de... te donnait une échappatoire pour pouvoir quitter ce travail qui en fait créait trop de stress. Exactement. Donc, en fait, je suis sortie en héros. Mhm. Quitter la Commission européenne où j'étais très bien payée, où tout était bien. Partir Mhm. juste parce que j'ai envie d'aider l'Afrique, ben, mon boss m'a dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme toi, mais il ne savait pas ce que j'étais en train de vivre. Donc, quand j'ai quitté donc la Commission, je suis rentrée en Afrique. Il y a quelque chose qui est devenu une obsession, c'est que je ne pouvais pas digérer le fait que je sois pharmacienne de formation et que cette chose-là m'arrive et que je ne comprenne pas. Je me mettais à la place de tous les gens que je suis censée aider et je me disais, c'est pas possible. Dans l'état où je suis, qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un qui viendrait me voir? Quel conseil je lui donnerais? Donc finalement, ça a été le moteur. Le moteur, cette colère a été le moteur où je me suis dit, non, il faut que je trouve la solution. Je ne savais pas par où commencer parce que j'étais tellement épuisée. Je me suis dit, je vais trouver la solution. Donc voilà, je me suis lancée dans la recherche. Donc à cette époque-là, on est vers 2006, c'est ça? 2006, oui. D'accord. Donc 2006, grande difficulté vécue de ce burn-out qui est d'autant plus difficile que, ayant toi-même fait les études médicales, paramédicales pour être pharmacienne, en plus avoir ce ressenti, parce qu'au final, c'est physique, c'est causé par des difficultés qui sont dans notre façon de gérer mentalement, mais ça a un impact physique, un burn-out. Oui.
Et donc, du coup, tu quittes cet emploi européen. Mhm. Et donc, ensuite, c'est quoi ton voyage Qu'est-ce que tu fais par la suite, en fait? En fait, ce que je fais par la suite, la première chose à faire que je devais faire, c'était de me reposer. Me reposer parce que j'étais une loque, mais ambulante. Mhm. Je ne tenais plus. En fait, ce que je ne t'ai pas expliqué, c'est que quand on est en burn-out, en fait, c'est une hormone qui s'appelle l'adrénaline que le corps va fabriquer et cette adrénaline va bloquer le cerveau, va Mhm. couper l'intelligence, c'est pour ça qu'on perd les moyens, en tout cas intellectuels, mais il va couper aussi toutes les fonctions du corps. Toutes les fonctions du corps, le système digestif, le système immunitaire, tout est fermé. Du coup, D'accord. en fait, on développe plein de maladies à cause de ce système qui est fermé. Donc, la première chose en fait, qui m'a sauvée, c'est le fait de déconnecter et de partir en Afrique. Loin de mon travail, là, l'adrénaline est descendue. Le fait juste que je ne sois pas en rapport. Mais par Mhm. contre, les taux d'adrénaline ne descendent pas complètement parce que le mental continue à dire mais attends, tu as été nul, tu n'as pas été capable de travailler dans cette organisation, tu étais bien, mais finalement, tu es bête. Donc, j'avais tout le temps des choses qui me tournaient dans ma tête qui me disaient que j'étais nulle. Donc, la seule chose à faire, c'était franchement de déconnecter, de reprendre, d'aller au marché, de faire plein de choses qui me déconnectent et qui puissent faire descendre l'adrénaline. Alors, ce qui a fait que, en fait, la chose démarre, donc la recherche, en fait, comment dire, prenne la Corps. sauce. Mhm. C'est une histoire je pense, assez inspirante pour tous les gens qui peuvent entendre ça. Je suis allée voir un cousin à moi qui s'appelle Léopold. C'est un cousin qui n'a pas été à l'école. En Afrique, il y a toujours dans les familles des gens qui vont à l'école, d'autres qui ne vont pas à l'école. Celui-là, mon cousin, lui, il n'a pas été à l'école. Mhm. Et je me suis rappelée de lui parce que j'avais envie de monter à l'intérieur du pays un peu, aller visiter la famille et tout ça. Donc, je suis allée le voir. Je l'ai trouvé 20 ans après, le mec, il n'a pas changé. Hein. Il est toujours resté le même, il est bien. C'est un mec qui fait 2 mètres, Mhm. longiligne, il n'a pas bougé d'un poil. Il s'est marié, il a eu 3 filles et il a une seule vache. Et je regarde ce mec, il est heureux. Il est heureux. Moi, je suis une loque. J'ai fait des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher une vie meilleure. J'ai traversé les continents, je suis allée en Afrique, en Asie, partout. Et je reviens, moi, je n'y suis pas, quoi. Et l'autre, il est tout à fait bien. Alors, je lui pose la question un jour, je lui dis, mais Léopold, dis-moi, pourquoi tu es heureux? Et là, il me regarde, il me dit, mais c'est quoi cette question? Est-ce que toi, tu es heureux? C'est quoi cette question? C'est une question qui ne se pose pas parce que ça va de soi chez lui. Mhm. Alors, il me dit, est-ce que toi, tu es heureuse? Et quand il me pose cette question, c'est comme s'il avait appuyé sur un bouton. J'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré comme une petite fille. J'ai ouvert mon cœur pour la première fois depuis que je suis adulte. J'ai dit ce qui n'allait pas. J'ai pleuré et je lui ai raconté tous mes malheurs, mes difficultés au niveau du travail, mes problèmes de santé, mes problèmes de divorce, parce que j'étais divorcée 2 fois et demi. Je dis et demi parce que la troisième fois, j'ai dit, il ne faut pas que je me marie encore une fois. J'avais une maladie auto-immune, j'avais un cancer. Tout ça là, je lui raconte et ça me fait du bien. Déjà, le fait que je vide mon sac pour la première fois, je venais d'arrêter de faire semblant d'aller bien. Là, j'ai dit, je ne vais pas bien. Mhm. Alors, il m'écoute. On a juste la vache. Je vois encore la carte postale. Hein. Il y a la vache qui est là. Nous, on est assis sur la colline. Et il me dit, mais tu sais pourquoi tu n'es pas bien? Et là, je l'écoute. J'ai dit, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dis-moi. Mhm. Et là, il me dit, c'est parce que, en fait, c'est la terre qui nous donne le rythme de la vie. C'est la terre qui nous dit la vérité de la vie. Là, je lui dis, je ne capte pas très bien ce que tu veux me dire. Et il me dit,
Moi, pour avoir les haricots, les carottes ou je ne sais pas quoi, tout ce que j'ai envie de planter, je dois avoir une vision claire. Je dois programmer tout ce que je dois faire parce que la carotte, le chou, le haricot, ils ont leur propre agenda. Mhm. Ils ont leur façon de pousser. Je dois d'abord réfléchir. Si je dois planter le haricot, je vais le planter parce que ça fait partie de la base de l'alimentation. Mais si je veux planter, si je veux envoyer mes filles à l'école, j'y mettrai autre chose que je vais troquer, que je vais vendre pour pouvoir acheter ou payer ou quoi que ce soit. Donc, tout doit être réfléchi à la base. Une fois qu'on a réfléchi, là, on va choisir alors ce qu'on doit planter. On plante et là, il faut arroser. Quand on arrose et qu'on a fini tout ça, on a le temps maintenant de flâner, de venir sur la colline, de méditer, d'apprécier les beautés de la vie, Qui quoi. était diamétralement opposé à ce que tu vivais, en fait. Mais j'étais à côté de la plaque. J'étais complètement à côté de la plaque. Pourquoi? Parce que, et je pense que c'est vraiment le sens même de l'éducation que nous recevons. L'éducation, l'école et tout ça, je pense qu'on ne se pose pas la question. Et l'éducation, les parents, l'école, les curés, tous ces gens-là nous éloignent de qui nous sommes. Parce qu'on ne va pas nous demander qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que machin, des questions qu'on devrait nous poser en fait. On nous dit il faut être bon en maths, il faut être bon en machin, il faut être bon en ci. Donc, j'ai fait les études qui pouvaient me rendre, qui pouvaient me donner la position extraordinaire dans la société. Être pharmacienne, c'était waouh, c'est quand même un métier où on est bien considéré par la société. Donc, du coup, quand Léopold me dit ça, je me rappelle que je lui ai dit, tu sais Léopold, ce que tu viens de me dire, on l'enseigne en Europe et on paye beaucoup pour recevoir cet enseignement que tu viens de me dire. C'est la première fois en fait que je venais de comprendre où était mon erreur. Je suis partie à l'école, certes, mais ça n'a pas nourri ce que j'étais moi à l'intérieur. La preuve, c'est que quand j'ai eu mon diplôme de pharmacien, je l'ai obtenu en 1998, ça fait un bail. J'ai ouvert mon officine quelques temps après, je crois 2 ou 3 ans après. Donc, j'ai ouvert mon officine au Burundi. Et en vendant le médicament, je me rendais compte qu'en fait, le métier que je faisais n'avait aucun sens. Parce que les gens venaient me voir, ils étaient malades. Ils souffraient d'un problème d'ulcère d'estomac. Je donnais du Malox pour calmer la douleur. Mais l'origine, c'était quoi? L'origine, je ne la connaissais pas. Mais à l'époque, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Donc, j'avais un malaise. Je me disais, le métier que je suis en train de faire n'a pas de sens. Il y avait, je me rappelle une fois, on était dans le Burundi, donc mon pays d'origine, était en guerre à ce moment-là. Donc, il y avait une zone de conflit où les gens, en fait, descendaient souvent de la colline pour venir acheter les médicaments chez moi. Et il y a un gars qui me dit, on lui a prescrit des anxiolytiques. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Et là, il commence à me raconter sa vie, il me raconte, et puis je me rends compte, en fait, qu'il habite dans une zone de conflit. Et je lui dis, au lieu de te donner ce médicament, puisque je sais que c'est un médicament qu'on ne peut pas prescrire comme ça, et puis qu'on ne doit pas prendre longtemps, je lui dis, est-ce que tu n'as pas quelqu'un en ville où tu pourrais aller dormir en attendant que les bombes s'arrêtent, quoi? C'est-à-dire apporter une vraie solution à son problème plutôt que juste prendre une pilule. Exactement. Ouais. Et là, il me dit, oui, je pense que oui, je peux déménager. J'ai dit, fais-le et puis tu reviendras me voir dans 1 semaine. Il est revenu me voir, il me dit, non, ça va. OK. Là, le premier déclic, en fait, s'est passé en moi à ce moment-là. Quelques temps après, j'ai quitté le métier de pharmacien, j'ai dit, ça, c'est pas pour moi. Donc, je suis allée travailler à Bruxelles. Et ensuite, tu es retombée dans exactement le même problème, mais dans ce nouveau travail. Mais cette fois-ci, mais en plus grand. Ça veut dire que je travaillais
dans une unité Mhm. qui était financée à coups de milliards, à coups de millions. On finançait les entreprises, les usines pharmaceutiques Mhm. et tous les chercheurs dans le domaine de la découverte de vaccins et de médicaments Mhm. sur le sida, la malaria, tuberculose, mais aussi il y avait le cancer. Mhm. Moi, je n'étais que gestionnaire Mhm. de projet. Et là, j'ai pas été bien tout de suite. Parce que gestionnaire, d'abord, je gère le travail des autres. C'est pas moi qui fais la recherche. Si c'était moi qui faisais la recherche, peut-être que ça m'aurait plu. Mais là, je gérais, euh, est-ce que, comment dire, est-ce que ces coûts sont éligibles ou pas? Est-ce que les entreprises ont rempli leur cahier des charges? Est-ce que c'est Donc, c'est un un travail qui n'avait plus de sens pour toi. Ça, enfin, ça n'avait pas autant de sens que la mission à l'origine qui a fait que tu t'es lancé dans ce secteur pharmaceutique. Non, moi j'avais fait la pharmacie au départ pour aider les autres, Mhm. pour soigner les autres. Et là, plus j'avançais, plus je m'éloignais de mon objectif en fait. Et donc, à un moment donné, ça a coincé, d'où le burn-out. Et quand je recommence en fait, quand Léopold me dit ce qu'il me dit, je me dis, il faudrait maintenant que j'apprenne à avancer dans la vie, mais en me posant les vraies questions, quoi. Les Mhm. bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je veux faire? Où je vais? Mais à ces questions-là, je n'avais pas de réponse. Alors, combien de temps est-ce que cette quête a mis pour t'amener à vouloir être entrepreneur? À quel moment est-ce que tu as eu le déclic en disant, OK, je veux lancer mon activité? Alors, entre le moment où j'avais ces réflexions et jusqu'à l'entrepreneuriat, disons qu'il s'est passé euh, à peu près 8 ans, 9 ans. Parce OK. qu'en fait, en 2011, Mhm. je suis retournée à l'école pour faire des études qui correspondaient à ce que je faisais. Ça veut dire que je suis retournée à Paris. Mhm. J'ai fait des études de PNL, programmation neurolinguistique, des études de communication et de leadership. Donc, Mhm. une fois que j'avais ces outils, j'avais l'impression en fait que ça nourrissait qui j'étais. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'être coach en développement personnel. Au départ, c'était juste coach en développement personnel. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé plus tard, c'est que j'ai rencontré un médecin à la suite de mon frère. Mon frère aîné était malade. Mhm. Il est venu en Belgique. À ce moment-là, j'étais revenue en Europe. Il vient en Belgique, il vient se faire soigner et il a subi un essai clinique qui a mal tourné. Quand ça a mal tourné, j'ai essayé de comprendre ce qui lui arrivait et à un moment donné, j'ai voulu rattraper le coup et il fallait que je cherche un médecin qui puisse l'accueillir en fait. Les hôpitaux, dès qu'ils voyaient le dossier, son dossier médical, ne voulaient pas le prendre en charge parce qu'ils avaient compris, ils comprenaient que c'était un essai clinique qui avait mal tourné, en plus pas consenti. Les gens ne Mhm. voulaient pas y toucher. Jusqu'au moment où je trouve un médecin qu'on dit alternatif, qui faisait les choses différemment. Et ce médecin, en fait, c'est lui qui m'a dit, avant de soigner ton frère, j'aimerais bien que vous veniez à une petite conférence que j'organise. Il y aura quelques personnes. Et ce jour-là, le sujet, c'était sur le stress et le burn-out. Et quand il a expliqué tout ça, j'ai mis des mots sur ce qui m'était arrivé en 2006, en fait. Parce que quand je suis rentrée au Burundi, je ne savais pas, je savais pas comment ça s'appelait. J'étais mal, mais je ne savais pas ce que c'était. Et là, il venait de Ça avait mettre. un nom, tu comprenais exactement quel était ce phénomène. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je décide de créer, si tu veux, l'entreprise qui va s'occuper cette fois-ci d'un truc bien particulier. Ça sera sur le stress. Donc, il y a eu 5 ans de recherche Mhm. et l'aboutissement de ce que je suis en train de faire, c'est pas très loin, hein, c'est depuis il y a 2 ans maintenant. OK. Et l'entreprise est créée dans la foulée. Donc, faisons un petit bond maintenant. Donc, 2016, tu rejoins la formation à machine à vendre. Tu te dis, OK, je vais communiquer pour pouvoir vendre mes services, spécifiquement cette fois-ci, non plus en étant
généraliste, on va dire, en disant développement personnel, mais en étant spécialiste. Donc, après avoir fait cette recherche, cet apprentissage, cette spécialisation sur la problématique du burn-out. Et alors, si je fais… On va faire des sauts dans le temps, comme ça, d'avant en arrière. Donc, si je fais le saut dans le temps au final, dis que tu as fait une conférence, combien est-ce que tu as réalisé lors du lancement de l'activité? Et ensuite, on va revenir sur le comment. Et je n'ai pas compris ta question. Sur le lancement de cette activité, ta première conférence que toi, tu as organisée. Celle-ci avec la machine à vendre? Oui. Combien de personnes? Oui. Et raconte-moi un petit peu ça, cette partie-là. Donc, en fait, quand j'ai commencé je suis rentrée dans la machine à vendre en janvier 2016. Non. Oui, c'est ça, 2016. Janvier 2016. Donc, en fait, quand j'ai commencé à regarder la formation, au fur et à mesure que j'avançais, il s'est passé quelque chose d'assez impressionnant. C'est que c'était un métier, c'était un nouveau métier que j'avais, mais je ne savais pas comment le formuler. Je ne savais pas comment formuler ce que je donnais aux gens. En coaching one-on-one, je n'ai pas de soucis. Mais en conférence, la structure n'était pas encore bien établie. Okay. Donc, la machine à vendre, en fait, m'a permis d'avoir une structure. Le fait de raconter une histoire, déjà, par exemple, le fait de raconter une histoire en 3, 4, 5 étapes, suivant comment on veut faire, m'a forcé à aller chercher toutes les connaissances que j'ai, à raconter une histoire. Cette histoire d'ailleurs que je te raconte maintenant ou que je raconte aux gens qui nous écoutent, a été claire grâce à la machine à vendre. L'histoire de Léopold est venue, fait partie d'une des séquences. Okay. Donc, en fait, le fait d'avoir cette histoire qui commence à devenir claire m'a permis de faire un saut, mais j'appelle ça un saut quantique. Ça veut dire que je me suis lancée dans quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Quand j'ai mis au point les séquences, donc j'avais déjà écrit les scripts de la première vidéo, de la deuxième vidéo, de la troisième vidéo, et à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas les outils nécessaires pour tourner la vidéo. Ma caméra n'était pas suffisamment bien. Mon fils me disait la lumière, franchement, bon, c'est nul. Donc, j'étais frustrée au niveau de la technique. Mais je voulais à tout prix lancer quelque chose parce que j'avais besoin d'argent. J'étais dans une situation où je n'avais pas suffisamment d'argent, donc il fallait que je lance. Je me suis dit, je peux faire quelque chose avec. Donc, j'ai appelé mon ancien collègue, le DRH de la Commission européenne, là où j'ai travaillé. Je lui ai raconté ma reconversion et je lui ai dit, j'ai quelque chose pour toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de burn-out. Et là, il m'a dit, mais attends, Jeanne, comment veux-tu que je te présente en tant que spécialiste du stress et du burn-out? Les gens te connaissaient pour toute autre chose dans l'organisation. Ils me connaissaient en tant que pharmacienne, en tant que gestionnaire de projet, mais pas en tant que spécialiste du stress et du burn-out. Donc, lui-même doutait de ce que je lui racontais. Alors, je lui dis, écoute, on va faire un deal. Moi, je vais te dire comment on va faire les choses et tu fais juste ce que je te dis. Si tu es d'accord, on se connaissait bien, donc je pouvais lui demander tout et n'importe quoi. Alors, je lui dis, je vais t'envoyer des emails avec des messages qu'il faudra juste que tu dispatches dans le personnel. Parce que moi, je ne peux pas avoir accès à la liste et ça serait mieux que ça soit toi qui le fasses. Alors, il me dit, OK, de toute façon, tu l'enverras que si toi-même tu es convaincu. Alors, attends, déjà pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, parce qu'un des principes qu'on sait dans la machine à vendre, c'est cette idée, premièrement, que quand on a un produit ou service à proposer, il faut créer une séquence et pas juste faire un seul message qui consiste à dire achetez quelque chose, donnez-moi de l'argent, mais au contraire, on fait une séquence de communication. Ensuite, cette séquence de communication, il faut la transmettre à des gens, donc il faut
faut un moyen d'amener ces personnes. Un partenariat, c'est une bonne méthode pour se lancer parce que ça ne nécessite pas de frais publicitaires, d'aller comprendre Facebook, Google AdWords ou qu'en sais-je, ou faire 1 million de vidéos sur YouTube. Et en fait, il y a plein de trucs importants dans ce que tu viens de dire, donc que je veux mettre en relief pour les gens qui nous écoutent parce que tu t'es pas laissé arrêter non plus par le fait que, zut, j'ai préparé ça sous la forme de vidéo, mais pour le moment, j'ai pas l'aptitude technique pour faire les vidéos comme je voudrais. Donc, au début, je commence par les mettre juste sous la forme d'email. Et si je comprends bien, les emails dont tu parles, c'est des emails informatifs, en fait. C'était pas une offre commerciale, chaque email, une pub, en fait. Ah non, non, il n'y avait pas de pub. C'était juste pour éduquer les gens sur le burn-out sur le stress et le burn-out. En D'accord. fait, Donc là, l'équivalent du partenariat que, par exemple, les infopreneurs, ceux qui vendent sur Internet, font des partenariats où ils envoient des emails à la liste d'abonnés. Là, c'est, tu allais voir en fait une personne dans l'organisation où tu travaillais qui avait le contact du reste du personnel en tant que directeur des ressources humaines et qui pouvait en fait transmettre. Et comme il s'agissait de contenu, ça posait pas de problème. C'est pas comme si tu avais dit bonjour, est-ce que tu peux envoyer une série de 20 emails? Chaque email, c'est une brochure avec un bon de commande, tu vois. Au contraire, c'est exact. porte de la valeur. Exactement. Et là, ce que tu viens de dire, en fait, c'est pour ça que je te dis dans cette machine, on apprend tous les jours. Là, tu viens de dire un truc que je n'avais pas réalisé. Ça veut dire que c'était un partenariat, en fait, effectivement. Oui. Je ne l'avais pas réalisé, je lui avais pas donné cette étiquette, pardon. Effectivement, c'est un partenariat. En fait, lui, ce qui l'a séduit, c'est que je lui ai apporté des solutions. Effectivement, dans cette organisation, et c'est le lot des organisations, des grandes organisations, le stress et le burn-out est en train de faire des dégâts. Il y a le cancer, il y a plein de choses qui se passent, il y a les suicides. Et donc, moi, je lui dis, je veux juste parler de mon expérience. Je veux partager avec eux mon expérience. Et je vais le faire pour que ça soit digeste. Je vais le faire avec plusieurs messages. Il ne faut pas que les gens croulent dans beaucoup d'informations en même temps. Ok, tu Donc, n'avais pas envoyé un email long comme un bouquin de 50 000 mots, mais plutôt envoyé. Combien est-ce que tu as envoyé en fait au final d'emails? Combien est-ce qu'il a relayé d'emails? en fait, il n'a relayé que trois Ok, emails. une série de 3 messages. Oui, 3 messages. En fait, les messages, les vidéos, les scripts que j'avais faits, je les ai juste donnés comme tels. Je ne les ai même Ok. pas modifiés, quoi que ce soit. J'ai juste enlevé les trucs où je parlais de vidéos, la prochaine vidéo. J'ai juste enlevé des choses qui n'avaient pas de sens dans la séquence. Ok. Donc, je lui ai envoyé en format PDF, plus l'email où je disais ce que j'offre, quoi. Ok, Donc, donc je l'ai alors, envoyé. est-ce qu'on peut faire un petit peu pour comprendre bien chronologiquement? Premier message, quel était le thème? Donc, je suis quelqu'un qui fait partie de l'équipe, qui te connaissait peut-être d'avant ou qui est nouveau et qui ne te connaît pas. Je reçois l'email. De quoi on me parle en fait dans ce premier mail? En fait, dans le premier mail, le titre de mon PDF, c'était Découvrez comment une hormone que vous produisez à votre insu peut ruiner votre carrière et votre santé. Ok, donc ça c'est une très bonne façon d'appliquer les techniques d'accroche qu'on enseigne dans la machine à vendre, pour faire un titre que les gens ont envie de voir. Voilà, là d'un seul coup, on a envie de savoir. On se dit, mais est-ce que ceux qui connaissent un petit peu se disent, est-ce que j'ai deviné correctement? Ceux qui connaissent pas du tout se disent, mais ok, mais qu'est-ce que ça peut être? Donc du coup, ça crée cette curiosité et on va cliquer, on va lire. Donc en fait, c'est pas directement dans le mail que tu as mis ton contenu, si je comprends Non, bien. En fait, non, l'email, c'était pour proposer un PDF qui était en oui, lien ou en pièce jointe. Et ce oui, PDF revenait à utiliser le script que tu avais prévu à la base pour ta vidéo. oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ton PDF, il devait faire plusieurs pages, j'imagine. Il faisait à peu près 6 à 7 pages. OK. Donc, cette page de texte, ça fait, bon, ça dépend de la vitesse, du nombre de mots par page, la vitesse à laquelle on parle, mais ça fait peut-être l'équivalent d'une vidéo d'une quinzaine de minutes. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, sur Internet, il y a cette doctrine que beaucoup de gens pensent, qui est que les internautes, les professionnels, les gens au travail n'ont pas le temps de regarder des vidéos de plus de 5 minutes ou bien n'ont pas le temps de lire plus de 3 paragraphes. Mais en fait, si on réfléchit bien, la personne qui est aujourd'hui en train de vivre
ce stress, ce burn-out, ou qui est à la porte de ce burn-out, elle a envie de cette information. Donc, si ton PDF fait 7 pages, elle va lire les 7 pages. S'il fait 17 pages, elle va lire les 17 pages. S'il y a 3 Exactement. emails, elle va lire les 3 emails. Ceux qui ça n'intéresse pas, ils liront même pas 2 lignes. Ceux qui ça intéresse, ils liront les 7 pages plusieurs fois. Exactement. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que il y a quand même, je leur donne des choses extraordinaires qu'ils n'ont jamais entendu parler. Même celui qui n'est pas atteint par le stress et le burn-out, Il apprend je quelque dis, chose. c'est quand même intéressant de connaître cette histoire-là. Parce que c'est quelque chose qu'on vit d'une façon ou d'une autre, une fois dans notre vie. Et puis le DRH, lui, il m'a dit, mais c'est extraordinaire le travail que tu fais. Tout ça là, tu nous l'as fait comme ça gratuitement, tu nous le donnes. J'ai dit, mais je vous adore, c'est pour ça que je vous le donne. J'ai pas envie que ça vous arrive. Effectivement, il y avait des collègues à moi. Il y avait une de mes collègues qui est partie, qui est morte de cancer. En fait, j'ai fait le lien entre sa maladie et le cancer et le stress. Et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles du cas de tel? Il me dit oui. J'ai dit ça, c'était le stress. Maintenant, après coup, je sais que c'est ça. Donc, il faut vraiment qu'on évite ça, Que que les les gens vivent gens ça. soient informés. Parce que quand ils vont voir le médecin ou quand ils vont voir un psy, c'est à coup d'anxiolytiques et d'antidépresseurs qu'on résout ce problème-là. Ça n'a aucun sens. Donc, les gens, en fait, ils attendaient cette information. Et quand j'ai eu des retours, les retours, je ne les avais pas via les gens qui avaient qui avaient reçu ça. C'est via cette personne-là. Okay. Donc, cette personne-là, en fait, le DRH m'a appelé parce qu'il était tellement impressionné des retours, des machins. Tout le monde était excité. Jeanne, elle est extraordinaire, elle a fait des choses, machin, elle est intelligente. Enfin, on parlait de mon intelligence, quoi. À l'époque, j'avais l'air débile quand je travaillais là-bas. Tout d'un coup, je devenais intelligente. Déjà, moi, ça m'a donné mais vraiment une prise de comment dire. J'avais confiance en moi, de savoir que les gens à qui j'ai adressé ce message-là avaient capté, quoi. Et donc, 2 jours après, je crois que c'est 2 jours, 3 jours après, je crois, c'est 3, je lui ai envoyé la deuxième. La deuxième. Okay, donc pareil, un email avec La même chose. un livre PDF. C'était quoi le titre? Le titre, c'était, j'ai un trou de mémoire, c'était, ah oui, l'erreur que commettent tous les gens stressés et qui conduit au burn-out et parfois au suicide. Déjà, le titre, moi, je pense que ça peut faire avoir une crise cardiaque à quelqu'un. Donc, quand j'ai envoyé ça capte l'attention. Capter l'attention, et c'est ça qui est très bien expliqué dans cette formation, dans ta formation, c'est justement tous ces petits outils-là, toutes ces petites choses, tous ces petites mis ensemble, mais ça fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que mon message aurait pu être flop si je l'avais juste envoyé même le même contenu, mais sans lui donner une accroche de ce style-là. Donc, quand je l'ai envoyé, encore une fois, le DRH m'appelle, me dit, mais c'est extraordinaire, les gens réagissent, ils sont bien, ils te disent merci et tout ça. Et là, me vient l'idée, je dis, je ne vais pas continuer à envoyer des PDF à ne plus finir. Et là, je lui dis, écoute, est-ce que je pourrais envoyer un message en leur demandant s'ils ont besoin de me voir? Parce que je ne suis pas loin, je suis à Amiens, c'est à 1h25 de route. Alors, il me dit, oui, envoie le message et puis on verra qui veut s'inscrire. Et je te dirai qui veut s'inscrire. S'il y a suffisamment de gens pour t'écouter, je m'arrangerai ici en interne pour organiser ça. Donc, j'ai écrit le 3e email, cette fois-ci sans PDF, sans rien. Juste dans l'email, je disais, bon, je suis très contente de votre retour, des commentaires que vous avez faits. Le DRH m'a fait part de votre enthousiasme et tout ça. Est-ce que je ne viendrai pas Oui, il y a eu quelques objections quand même qui ont été soulevées, du style est-ce que si ça fait longtemps qu'on
qu'on est en stress, qu'on est en état de stress, est-ce qu'on peut changer les choses facilement? Est-ce que c'est pas un petit peu trop tard pour les gens aussi vieux? C'est les gens de ma génération, j'ai 55 ans. Hein. Ils se prennent tous pour des vieux presque au bord de de la casse, quoi. Et je dis non, 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 il n'y a pas d'âge. On peut se remettre, on peut faire, je veux dire, on peut se relever. Mais si vous voulez que je vous en parle, je peux venir vous en parler de vive voix, comme ça on peut en discuter. Et là, ça a été 97 personnes qui se sont inscrites quand même. Hein. D'accord. Donc là, c'était ta première conférence. Oui. Elle était payante? Non, celle-là, elle n'était pas payante. Elle n'était pas payante. Une conférence gratuite. La première occasion, du coup, de faire la présentation comme ça, en plus de groupe. Oui. OK. 97 personnes, donc pas mal. Donc, c'était à Bruxelles? C'était à Bruxelles, oui. OK. Et ensuite, comment est-ce que tu es allé de là à pouvoir proposer, signer un contrat ou des contrats? En fait, déjà, ce que j'aimerais te dire, c'est que quand je suis arrivée dans cette salle et que j'ai vu les 100 personnes, j'aime bien arrondir à 100 parce que c'est plus impressionnant. Quand j'ai vu 100 personnes qui m'attendaient, moi, hein, nouvellement arrivée sur cette position d'expert, parce que je disais je suis expert du stress et du burn-out, c'était un titre que je me suis donné gracieusement, mais je ne le portais pas encore. Je pense que je l'ai porté ce jour-là. Le jour où tu as eu ton public, eu ton audience, 100 personnes, maintenant tu es experte et conférencière. Et conférencière. Et en plus, sur le lieu du crime, là où je suis tombée en stress de burn-out, le même lieu là. Je reviens et je dis non, mais vous savez qui je suis là? Enfin, je ne l'ai pas fait comme ça. Hein. Mais au fond de moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire d'être reconnue comme experte en l'espace de quoi? D'une campagne de quelques jours. Et à coup de juste 2 ou 3 PDF. 2 ou 3 PDF de grande valeur que la Jeanne d'il y a 10 ans n'aurait jamais été capable d'écrire parce qu'elle avait exactement le problème, mais elle n'avait même pas l'idée qu'il existait une solution en fait. Exactement. Donc quand j'arrive, d'abord c'est l'acclamation, c'est les gens qui me retrouvent, qui me félicitent, qui me disent mais quand est-ce que tu as appris ces histoires, quand machin et tout ça. Et donc, ça a été l'occasion aussi de leur révéler pourquoi je suis vraiment partie pendant la conférence. Il y avait des amis, il y avait des ex-collègues. Et quand je leur ai dit pourquoi je suis partie, j'ai dit je ne suis pas partie parce que je voulais sauver l'Afrique. Hein. C'est parce que je ne tenais plus debout. Donc, rien que ça, en fait, c'est ce côté c'est une communication qui est humanisée. La machine à vendre, c'est ça. Je trouve que c'est très éthique parce que nous sommes là pour apprendre aux autres ce que nous avons appris de la vie. Et ça, c'est génial. Parce que c'est pas les diplômes, pour moi, ce n'est pas les diplômes qui font une expertise. C'est ce qu'on a fait qui nous rend importants, qui nous donne une place dans la société. Et donc, cette machine à vendre est très éthique pour moi. C'est éthique parce que quand on n'a rien à dire, on reste à la maison, on se couche, quoi. Mais quand on a envie de partager ce qu'on a appris, quand on a envie de partager ses douleurs, c'est tout ce qui nous a fait mal, mais qu'on est arrivé à surmonter, là, ça devient quelque chose d'important. Et sans la machine, j'aurais pas pu le faire. J'aurais pas pu le faire parce que ça m'aurait même pas venu à l'idée de raconter mon histoire. Donc, pour revenir à ta question, tu as vu que je suis très enthousiaste de raconter mon histoire. Ça, c'est la conséquence de la machine à vendre parce que ça me met vraiment dans l'envie de partager avec les autres. Donc, au moment où j'expose, en fait, l'idée, c'était de répondre à toutes les objections. Comme tu le dis dans la machine à vendre, il y a des objections, il y a des gens qui croient que ce n'est pas fait pour eux, il y a des gens qui pensent que c'est trop tard, comme tu disais, je suis trop vieux pour changer. Je suis trop vieux et tout ça. Donc, ça a été une occasion de répondre, mais vraiment à toutes les questions que les gens se posaient. Et en plus de ça, moi, je pensais que ça allait durer 1 heure. J'avais dit 1 heure à plus les questions. Et ça a duré 2 heures. 2 heures, à peu près 2 heures.
Parce que ça a capté l'attention et conservé l'attention des gens qui étaient là. Ah oui, oui, oui. Les gens, ils ne voulaient même pas se lever pour aller faire pipi, quoi. Ils disaient, je vais rester parce que je ne veux rien louper. Mhm. Et donc, quand j'ai fini ça, je leur ai dit, écoutez, moi, ce que je peux faire, si vous êtes d'accord, c'est que je peux vous faire une formation. Mais cette fois-ci, il faudra que ça soit quand même quelque chose où on prend du temps. Est-ce que faire une formation sur 2 jours, ça pourrait vous aller? Comme ça, je vous donne toutes les solutions et tout ça. Mhm. Bon, ce n'était pas eux qui pouvaient décider, mais le DRH était là. Donc, les gens, ils ont dit oui, 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 oui. Et le DRH a dit, OK, on va en parler et puis on trouvera la solution. Parce qu'il y a une chose, c'est une chose d'être expert de s'y connaître, mais d'être l'expert, je dirais, l'homme de la rue, c'est-à-dire tu es venu, tu as vu de la lumière, tu as sonné, tu as dit bonjour, je veux vendre quelque chose. Ouais. C'est complètement autre chose que d'être l'expert qui a déjà apporté de la valeur, qui a déjà prouvé ce qu'il vaut en ayant donné, en fait, et qui maintenant peut dire, mais voilà ce que je propose. Et là, tu étais dans la deuxième situation. Exactement. Et exactement. Et en plus de ça, je pense qu'il y a une image qui a fait que même la signature s'est faite très très vite. Mhm. J'avais expliqué, j'aime bien expliquer en fait quand je parle de ça, que le corps humain, il a été fabriqué, mais avec une précision extraordinaire. Et qu'il a une façon de fonctionner et que s'il ne fonctionne pas comme il faut, ça peut engendrer des maladies. Et donc, j'ai parlé des choses qui existaient dans l'entreprise. Les cancers, il y en avait beaucoup et les gens n'arrivaient pas à savoir pourtant, ils étaient dans la recherche sur les maladies, le cancer et tout ça, Mhm. mais ils n'avaient jamais mis le doigt sur ce qui se passait. Mhm. Et là, je leur avais donné l'exemple de, je ne sais pas si est-ce que tu vois ça? C'est une loi. Je vais te donner en autre version. Attends, il faut que tu montes un peu plus, que tu mettes un peu plus haut. Donc, et plus vers ta gauche. Donc, il y a une noix blanche et ça ressemble à un pruneau dans le fond. En fait, c'est un noyau d'avocat. D'accord. Il est sec, donc il a plus à… En fait, ce que je dis souvent, c'est que le destin d'un avocat, ce n'est pas d'être une orange. Mhm. Tout le monde peut comprendre ça. Dans cet avocat, dans ce noix-là, le noyau qu'on a l'habitude de jeter quand on a fini de manger l'avocat, ce Mhm. noyau peut nourrir la terre entière. Personne ne le sait, sinon on ne le jetterait pas d'ailleurs. Mais dans ce noyau, il y a toutes les informations qui vont donner l'avocat, n'est-ce pas? Oui. Toutes les informations. Ça veut dire les feuilles, les tiges, la sève, la chlorophylle, tout là-dedans, jusqu'à la température à laquelle on doit planter ça. Si je le plante dans les Ardennes ou dans les Alpes françaises, ça ne va pas pousser, n'est-ce pas? Et le corps humain, c'est exactement la même chose. Nous avons en fait nous avons une position d'explosion de potentiel. C'est ce que j'appelle la position d'explosion de potentiel, c'est le PEPS. Mhm. Cette position-là, dans cette position, la machine en fait fonctionne comme il faut. Mhm. Si on est à côté de la position, la machine va produire l'adrénaline. Si on est top au niveau de cette position, la machine va produire la sérotonine ou la dopamine. Mhm. Pour les gens qui travaillent à la Commission européenne, je leur dis, la plupart des gens, ils ne sont pas à leur place ou ne savent pas qui ils sont. Donc, cette explosion ne se fait pas. Et donc, il y a beaucoup de frustration. Et donc, il y a beaucoup de maladies. Quand j'ai donné ça comme exemple, la Commission qui a à son sein beaucoup comment dire, milite pour le bien-être du personnel, Mhm. s'est dit, mais Jeanne, tu es la personne qu'il nous faut parce que nous, on veut que les gens soient bien. Donc, en fait, même si j'avais dit 100 000 euros, ils ont le prix. Ils ont l'argent pour payer. Et ça répondait à leurs besoins. En fait, Ah, il y a quelque chose qui est quand même vachement intéressant. C'est alors d'un côté, je trouve ça super. Tu vois que justement ils aient été engagés quand même pour la réussite du personnel et prêts à investir pour que tu puisses aider les personnes. Donc, il faut quand même souligner ça, je pense, parce que tu vois, trop souvent
les gens se plaignent en disant, mais voilà, que les choses sont pas bien faites ou qu'on n'investit pas suffisamment pour les salariés. Mais en fait, du coup, toi, de ton côté, tu as apporté beaucoup de valeur, mais en même temps, eux, ils avaient cette volonté d'aider les personnes qui travaillaient là. Donc ça, je trouve ça admirable. Un autre point qui est super important, et là, là, je suis très fier de toi, c'est que je dis souvent que c'est très difficile d'être prophète en son pays. Et c'est une expression classique, je pense que ça vient de la Bible à l'origine, qui veut dire, mais voilà, tu arrives, tu reviens, alors je pense que si c'était dans la Bible, ça doit être Jésus, tu reviens en Galilée et tu dis salut, je viens vous expliquer la bonne parole. C'est normal que les gens disent, non mais attends, tu es le fils du charpentier d'en face qui m'a fait le toit de ma maison. On t'a vu gambader en sortant du catéchisme, aller manger machin. Tu crois que maintenant tu vas nous apprendre la vie? C'est normal, c'est une réaction naturelle des gens. Et c'est une difficulté à laquelle se confrontent beaucoup d'experts, que ça soit les collègues, les anciens collègues, la famille, etc. Les gens nous regardent en se disant, non mais attends, je t'ai vu quand tu étais ado, ou alors quand tu travaillais là, tu crois que tu vas nous donner des conférences. Et là, c'est pour ça que je suis super fier de toi là, c'est que non seulement tu as pu revenir, ton expression c'est sur les lieux du crime, mais tu as revenu sur le lieu où tu travaillais avant et tu as osé avoir cette conversation avec des gens avec qui tu travaillais avant. Donc ça nécessite quand même pas mal de courage et je pense que ça mérite d'être souligné et félicité. Ouais. Euh, mais en plus, tu reviens non pas… moi, ma terreur quand j'ai démarré mon entreprise, c'était si ça marchait pas, il fallait que je retourne chez Unilog à genoux, mendier, retrouver mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais, donc, c'était un facteur motivant pour jamais retourner là. Mais au contraire, retourner non pas en vaincu, mais en triomphe, si tu veux. Et pas en triomphe en disant bande de cons, vous voyez, je vous ai battu. Mais en triomphe parce que le vrai triomphe, c'est de rapporter quelque chose, tu vois, et d'apporter quelque chose qui va être utile à ces personnes qui sont là-bas. Et ça, je pense que ça mérite d'être souligné et félicité. Et en plus, le fait que tu aies pu faire cette conférence, donc tu as fait les emails et que les gens étaient convaincus pour venir te voir, déjà, c'est une preuve de confiance de la part des gens qui ont vu ton contenu et de qualité. Que ces personnes qui sont venues te voir soient prêtes par l'organisation à investir ensuite pour faire ton séminaire. Donc 30 000 euros, c'est 30 000 euros chaque billet de 1 euro. Enfin, non, c'est des pièces en euros, c'est pas les dollars. Chaque pièce de 1 euro, c'est 30 000 euros et c'est un vote de confiance qui montre la valeur que tu as apportée avant. Et ça, c'est immense. C'est immense. En fait, faire un coup comme ça à 30 000 euros, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pour moi, en fait, j'ai vu, je ne sais pas si c'est toi qui parles de ça dans tes formations, parce que je te suis depuis 2012. Hein, pour arriver à acheter ta formation après, je t'ai regardé depuis 2012. Je ne sais pas si c'est toi ou Tony Robbins, parce que je suis allée à ces conférences aussi, qui disait, est-ce qu'il vaut mieux prendre, si je te donne un billet de 1000 ou alors je te donne une planche à billets pour fabriquer les billets, tu choisirais quoi? Je ne sais pas si c'est toi ou c'est de toi ou c'est de Tony Robbins. Pas de moi, donc ça va être de Tony. C'est lui qui dit, si tu veux vraiment réussir ta vie, il vaut mieux que tu choisisses une expertise, et que tu en fasses, mais vraiment le must, quoi, pour que ton activité soit comme une planche à billets. Ce jour-là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir ma planche à billets. Là, je l'ai vue. J'ai dit, ça y est, je l'ai. Je l'ai maintenant, je peux l'utiliser comme je veux. Et c'est ça que ça donne, cette idée, cette machine à vendre. En fait, c'est des choses qui peuvent être réplicables. De la même façon que l'avocat, on va le planter et ça va donner 100 avocats. Et puis les 100 avocats, si on les plante, ça va donner encore des… C'est exactement la même chose. Maintenant que je tiens le bout, que je sais comment communiquer, que je sais que la façon de communiquer convient à mon éthique, à ma façon d'être, en fait, je peux le multiplier à souhait maintenant. Le million que je rêvais, je le vois. Je peux le voir maintenant. Ce n'est plus quelque chose qui est inatteignable. Et ça, c'est parce que cette séquence que tu as utilisée, ces contenus que tu as créés,
c'est des ressources que tu peux réutiliser quand tu communiques avec d'autres clients potentiels pour d'autres futures conférences. C'est-à-dire, c'est pas des trucs que tu as fait une fois et que tu jettes, comme le noyau de l'avocat, comme tu dis, les gens ont la mauvaise habitude de jeter. Mais au contraire, là, tu as planté une graine avec ces deux livres PDF, avec la présentation que tu as faite d'une heure, qui peuvent devenir des vidéos, qui peuvent devenir une conférence sur Internet, la conférence que tu as faite en présentiel, etc. Ils peuvent devenir beaucoup de choses. En fait, là, par exemple, je suis en train de préparer mon toboggan en ligne, que je vais faire en ligne. Je vais utiliser les mêmes choses. Si je vais… Le toboggan, pour les personnes qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est la séquence, c'est utiliser cette séquence de contact et la mettre de façon automatique, de façon à ce qu'un nouveau prospect qui donne son adresse email sur ton site internet reçoive en fait cette même séquence d'email de façon automatique et on vienne tout seul à prendre la décision d'achat. Exactement. Sur son petit toboggan, il glisse comme ça sur la série des séquences et il arrive à la vente tout seul sans qu'on ait besoin d'envoyer manuellement l'email à chaque personne que tu rencontres. Exactement. Exactement. Et je trouve ça très bien en fait que déjà l'automatisation, cette automatisation est quelque chose d'assez extraordinaire parce que qu'on ne soit pas obligé de refaire, c'est comme si j'allais à Bruxelles tous les jours quoi, pour refaire la même chose. Alors que là, je vais faire le coup de Bruxelles, mais sans que j'y touche. Je le mets en place, je mets l'autorépondeur qui va gérer l'inscription, je vais… après, ça va tout se faire tout seul, sans moi. Et ça va générer de l'argent pendant que moi, je fais dodo. Mais c'est extraordinaire. Au début, quand je t'entendais en parler avant que je sois dans la machine, je disais, non, cette histoire-là, c'est un petit peu c'est un peu du rêve, quoi. Je ne voyais pas comment ça pouvait se faire. Alors que, bon, là, je suis en train de faire les montages. Je pensais d'ailleurs pouvoir terminer aujourd'hui, mais je ne suis pas arrivée à le faire. Mais j'y suis et je me rends compte que même les outils, c'est faisable, quoi. Il ne faut pas être informaticien, il ne faut pas être diplômé d'HEC pour pouvoir monter ça. Alors, qu'est-ce qui a changé en toi si on prend la Jeanne Muvira d'aujourd'hui et qu'on compare à celle d'il y a 5 ans ou 10 ans? Qu'est-ce qui a changé en toi depuis ce parcours et cette accélération entrepreneuriale? Et moi, j'aime bien qu'on me pose cette question. Quand tu me poses cette question, j'ai envie de te dire que je ne suis plus la même personne. C'est complètement différent. J'ai l'impression que même dans mon corps, ma stature, là, je sens que je porte l'expertise. Je sens que je porte l'expertise du stress et du burn-out. Il n'y a personne qui peut me contredire. Rien que ça, rien que la confiance que j'ai prise à ce moment-là, il n'y a pas de nous. Je n'aurais pas pu le faire sans cette machine. Et ce que j'aime dire, c'est un saut quantique du 20e au 21e siècle. Au 20e siècle, tu es plus jeune que moi, mais tu sais comment fonctionnaient les choses. Je suis né au XXe siècle. Tu es né au 20e siècle. Mais toi, tu es né avec Internet et tout ça. Pas vraiment. En Guadeloupe, Internet est arrivé un peu plus tard que partout ailleurs. Donc, disons que tu as touché ça plus jeune que moi. Assez jeune quand même, oui. Moi, j'ai vu ma première télé, j'avais 20 ans. J'ai touché le premier ordinateur, j'avais 40 ans. C'est quand je rentre à la Commission européenne. Donc, tous ces trucs-là, cet environnement-là, n'est pas dans mon éducation, n'est pas dans ma façon d'être. J'avais du mal, même être sur Facebook, c'était pas évident. Écrire un message, quoi poster, tout ça, c'était pas évident. Donc, c'est un saut quantique, parce que c'est vraiment, je change de siècle. Je rentre dans le siècle de la communication. Et ça tombe bien, je rentre dans le siècle de la communication en étant chef d'entreprise. En plus, déjà, moi, m'appeler chef d'entreprise, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je porte avec beaucoup de fierté. Parce que je vois que c'est quelque chose de réel. Et ça l'est grâce à ça. Grâce à ça, parce que je me rends compte que, en fait, tout est possible. Quand je parle de la position d'explosion du potentiel, je suis en plein dedans. Je vois tout le potentiel que j'ai, je vois tout ce que je peux organiser maintenant,
je vois comment… Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie. J'ai changé de vie plusieurs fois. Et ça, c'est un outil qui va me permettre de continuer, même en étant chef d'entreprise, à ne pas m'arrêter en me disant je vais gérer ma petite boîte en étant chez moi, quoi. Ça m'aurait contrarié de me dire j'ai une entreprise à gérer, j'ai une petite boîte à gérer, j'ai mon petit bureau à gérer. Ça m'aurait contrarié parce que c'est pas dans mon tempérament. J'aime bien voyager, j'aime bien découvrir, j'aime bien rencontrer les gens. Et ça me permet de le faire, en fait. Le fait qu'il y ait d'une part cette automatisation, donc avec le toboggan, mais en plus de ça, l'idée d'organiser un séminaire en Afrique, dans mon pays, je vais peut-être commencer par le Sénégal, parce que dans mon pays, on ne me prend toujours pas au sérieux. Il viendra un jour. Être prophète en son pays, c'est possible. Ça, c'est clair. Mais si j'ai envie d'organiser un séminaire au Sénégal, aujourd'hui, je peux le faire à distance, justement avec la même séquence. Mhm. Il suffit que je trouve un partenaire là-bas ou que je trouve quelqu'un qui peut envoyer mes messages ou qui peut me donner accès à différentes personnes. Je fais la même séquence et j'organise un séminaire et j'y vais et les gens m'attendent de la même façon que la Commission européenne. Et ça, c'est… Tu me demandes ce que ça a changé dans ma vie, mais ça a tout changé. Ça a vraiment tout changé. Je suis une autre personne. Même mon fils ne me reconnaît plus. Qu'est-ce qui aurait été différent si tu n'avais pas suivi la formation? Ben, je serais en galère complète. Je serais en galère, pourquoi? Parce que je pense que quand on vient de créer son entreprise, la première chose qu'on fait, on se demande, c'est où est-ce que je vais trouver les contacts? Comment est-ce que je vais vendre mon produit? Si je n'avais pas eu la machine à vendre, c'était faire ce que j'avais commencé à faire à l'époque quand j'étais même en Afrique. J'allais toquer chez les directeurs de banque ou pour leur parler, pour dire voilà, j'ai quelque chose d'intéressant et tout ça. Faire du démarchage, en fait, presque du porte-à-porte. Du démarchage du XXe siècle, quoi. C'est ça que j'appelle le XXe siècle. C'est vraiment aller travailler, mais durement, à recevoir, à avoir un contact, ce contact, essayer de lui vendre quelque chose. Ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours parce que l'autre personne, elle n'a pas confiance nécessairement tout de suite. Elle a envie de voir. Alors que là, même si je voulais faire comme je faisais à l'époque, ça serait même plus facile puisque je peux dire, allez voir sur mon site, il y a une conférence gratuite que j'offre sur le stress et le burn-out. J'ai déjà un backup où je peux envoyer les gens, quoi. Donc, ça a vraiment beaucoup changé les choses. Si je n'avais pas eu ça, j'aurais galéré, j'aurais eu peut-être des clients one-on-one, ça je sais faire. Et je me disais, à l'époque, je me disais que j'aime ça, travailler en one-on-one, mais c'est fatigant. C'est-à-dire individuel avec une personne en face à face au téléphone. Combien de personnes il t'aurait fallu pour faire les 30 000 euros et combien de temps en individuel comme ça? Je n'ai pas calculé, mais c'est 30 000 divisé par… Parce que je ne vends pas mes produits à 1 500 pour l'instant. Les coachings que je vends, je les vends à peu près à 800 à 1 000 euros. Il aurait fallu 30. Mais les 30, il fallait les trouver. Combien de temps il fallait que je trouve les 30? C'était peut-être sur une année ou 2 ans, je ne sais pas, sur 2 ans. Faire un chiffre d'affaires de 30 000 première année, peut-être que j'aurais été contente. Alors qu'aujourd'hui, la première année, si je compte que je démarre mon activité, j'aime bien dire que je démarre l'activité à partir de 2017. Et 2017 on fait pire du passé. 2017 va être une année de malade, de génial et je sais que je vais faire beaucoup de choses. Et je vois tout le potentiel qu'il y a. Tous les produits que je vais développer. En fait, dans mon pipeline, c'était avant le toboggan, il y a une place là où il y a déjà des produits qui sont positionnés pour rentrer dedans. Okay. J'en ai au moins 3 maintenant qui sont presque prêts. Et ça, je ne pouvais le faire, je ne pouvais pas avoir cette vision avant. Parce que déjà, il fallait que
sans la machine, il faut d'abord asseoir le premier métier, d'abord la première expertise, et puis une fois qu'on a réussi, là, je peux les positionner tous. Par exemple, sur les deux autres, j'ai envie de les mettre directement déjà en ligne et mettre un questionnaire pour pouvoir déjà recevoir des informations sur le contenu que je vais faire. Donc, je peux déjà les mettre en place même avant de faire un produit. Pour aller-retour des personnes qui vont voir en fait ces contenus que tu apportes. Exactement. Dis-moi, quel a été l'impact autour de toi en fait depuis ce lancement en grande pompe de l'activité? Disons que je n'ai pas encore dit Ah bon? à ma famille ce qui m'arrive là. Pourquoi? En fait, quand j'ai démissionné de la Commission européenne, les gens, je ne leur ai pas dit que je démissionne parce que je ne suis plus capable. Je leur ai dit que je démissionne parce que j'ai envie de démissionner. Et là, il y avait personne qui devait discuter. Dans ma famille, j'ai dit je décide, c'est comme ça. Donc tout le monde m'a pris pour une dingue, pour une malade, pour quelqu'un qui n'est pas bien constitué, quoi. Comment est-ce que je peux quitter un endroit où je suis bien payée, où j'ai plus de problèmes comment dire, d'avenir, où mon fils a une belle école, il était à l'école européenne, j'avais une grosse bagnole, j'avais une grande maison, j'avais tout. Comment est-ce que je peux démissionner? Donc les gens, en fait, n'ont pas apprécié ça. Ce qui fait que même quand je décide de faire des recherches sur le stress et le burn-out, ça aussi, ça a été une autre chose qui a été considérée comme étant une folie, tout simplement. Comment est-ce que je peux vendre? J'ai dû vendre un terrain, j'ai dû vendre des trucs, j'ai dû vendre ma voiture pour pouvoir me payer les études, pour pouvoir faire ces recherches, parce que je n'ai plus travaillé jusqu'à ce que je trouve la solution. Déjà, ça, ils me disent, il n'y a que toi qui es malade. Tu es malade, tout simplement. Donc, les gens n'étaient pas d'accord et ne voyaient pas comment ça allait se passer. Donc, le jour où je signe mon contrat de 30 000 €, au fond de moi, je me dis, j'aimerais bien voir la tête qu'ils vont faire quand ils vont comprendre ça. Mais je n'ai pas encore dit. J'attends de mettre mon toboggan en ligne et puis de leur dire, bon, allez sur mon site là et puis voyez ce que je fais vraiment. Ce que je fais. Et puis, je vais leur dire, voilà, j'ai déjà eu, et c'est là où je vais leur annoncer ce que j'ai fait. Donc, ça va changer beaucoup de choses. La seule personne qui a suivi, c'est mon fils. Mon fils, il a 20 ans. Il a suivi cette histoire. Bien sûr, il y a eu beaucoup de frustration parce que maman était malade, maman n'était pas bien. Et puis, il a fallu que je vende maison, machin et tout ça pour pouvoir, pas maison, mais que je quitte le pays. La vue de l'intérieur, en fait. Parce que forcément, pour les personnes de l'extérieur, quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas su que tu as vécu ce burn-out, pour eux, c'est un peu tu as fait ton ingrate, tu es parti de ce job salarié tellement merveilleux. Pour beaucoup de gens, même par amour, on peut se dire, mais attends, tu as la bonne situation, qui paye bien, etc. Ne fais pas une folie, reste dans cet emploi salarié parce que c'est le but pour la plupart de la population. C'est le Graal. Et en fait, heureusement, de toute façon, qu'il faut des personnes qui ont des emplois salariés. Sinon, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas avoir d'équipe. Tout à fait. Tout le monde est différent. Mais c'est sûr que comme première réaction, du coup, ils ont eu du mal à comprendre. Pour ton fils, qu'il a vu, on va dire, aux premières loges ce que tu vivais, ça a dû être plus… il a dû mieux comprendre déjà ce parcours, j'imagine. Ah oui, non, d'abord, ça a été dur au départ, mais à partir du moment où je décide de me spécialiser sur le stress et le burn-out, et qu'il a vu, en fait, tous les jours, j'étais dans une excitation, parce que chaque fois que je découvrais quelque chose, c'était la première personne avec qui je le partageais. Et lui, en fait, ce qui était bien, c'est qu'il avait quitté l'école à 16 ans, parce qu'il est danseur et chanteur. Donc, il est un petit peu artiste. On est un peu des artistes dans la maison. Donc, quand je lui disais, j'ai trouvé ça, ça a été… donc, il était là, il me soutenait. Et le jour où je gagne les 30 000 €, là, il me dit, mais tout ce que tu as dit à l'époque, en fait, est en train d'arriver. Parce que la vision, je l'avais. Je savais que j'allais y arriver et que je devais gagner beaucoup d'argent. Même avant d'avoir la machine, je savais quelque part que j'allais y arriver. Mais avec la machine à vendre et qu'il a vu comment ça se passe, mais ça a été déjà lui-même la fin des frustrations. Parce que là, je peux lui payer
c'est son premier album. Il veut faire son premier album de rap. Mhm. Priorité, c'est d'abord lui, le pauvre qui a attendu pendant tout ce temps-là et qui a accepté de m'accompagner. Mhm. Déjà, je suis heureuse de pouvoir contribuer en fait. Ça doit être une fierté en tant que mère de se dire, maintenant, je peux, grâce à ce que j'ai franchi moi comme obstacle, maintenant, je peux aider mon fils à réaliser son rêve. Exactement, exactement. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix de pouvoir se dire j'offre un avenir à mon fils et sa réussite, j'y aurais contribué. C'est énorme, c'est énorme, vraiment. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous regarde un peu alors déjà, merci et bravo pour ce partage. Comme je te disais, je trouve il y a tellement de gens et tu vois, je me suis reconnu même dans une partie de ton histoire parce que quand j'ai quitté mon emploi salarié où j'en pouvais plus, ben pour beaucoup des gens de mon entourage, ça n'avait pas de sens parce que, mais attends, tu es dans un endroit où tu as une bonne situation, où tu as de bonnes possibilités d'évolution. Vu de l'extérieur, ça a l'air d'être vraiment comment dire, la retraite dorée, alors qu'en fait, c'est la prison dorée, mais quand on le vit de l'intérieur. Et dire, mais ok, je vais le faire et pouvoir prouver après que ça marche. Et après, il faut du temps, il faut quelquefois des années avant d'en arriver au stade où, tiens, pour la première fois, quelqu'un de ton entourage d'avant te pose une question ou te demande un conseil. Là, ça a été le cas dans ton entourage professionnel, c'est pour ça que je t'ai dit félicitations. Ça Mhm. sera un jour le cas dans l'entourage personnel aussi. On va dire, Jeanne, tu pourrais pas me donner deux, trois petits conseils, tu vois? Ouais. Ça sera bien comme ça. Mais qu'est-ce que tu dirais pour la personne qui nous regarde aujourd'hui et qui en est peut-être en ce moment dans un job qu'elle veut quitter ou n'est pas dans un job et se dit je veux lancer mon projet mais n'a pas forcément le soutien de tout le monde autour de lui qui dit allez vas-y, mais au contraire dire mais t'es un rêveur ou ça fait 5 ans que tu nous parles de ça, arrête de nous bassiner, va à l'agence Pôle emploi. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu dirais comme message? Quelqu'un qui est là, qui regarde, qui se dit bon, machine à vendre, créer une entreprise, etc. Est-ce que c'est pour moi ou pas? Est-ce que tu as un message pour ces personnes? Ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que quand on a une envie, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous titille tout le temps, qui nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, c'est l'histoire du noyau. En fait, c'est l'information qu'il y a dans ton ADN qui a envie de sortir, en fait. Si tu es dans un emploi salarié qui ne te convient pas, il y a une raison. Ce que je dis souvent, c'est que nos émotions, ce sont des feedbacks intérieurs. Ce sont des messages. Nos émotions nous indiquent si on est à la bonne place ou on n'est pas à la bonne place. Donc, s'il y a quelque chose, si vous n'êtes pas bien, je dis souvent, il n'y a pas de gens incompétents, il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Et si tu te sens incompétent quelque part, si tu ne te sens pas heureux quelque part, si tu sens que ta vie n'a pas de sens, si tu sens que c'est parce que tu n'es juste pas à ta position. Et tu peux planter tout ce que tu veux, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, il n'y a rien qui va pousser tant que tu n'es pas à ta place. Ça, c'est vraiment le premier message. Et c'est un message d'espoir parce que ça veut dire qu'il y a autre chose. Comment est-ce qu'on va découvrir la voie sur laquelle on est par rapport à ce feedback? Si on n'est pas bien, on se dit, mais qu'est-ce qui me plairait bien? Ce qui te plairait bien, c'est quelque chose qui te fait du bien, forcément. Ce qui te fait du bien ne demande plus qu'à être planté. Une fois que tu l'as, tu le plantes. Tu peux retourner à l'école comme j'ai fait. J'ai vendu voiture, machin, tout ça, tous les signes extérieurs de richesse que j'avais ne me servaient absolument rien puisque j'étais malheureuse. Une fois que j'ai eu la direction, mon GPS, à ce moment-là, j'ai dit, OK, mon GPS, là, je dois le nourrir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu, j'ai emprunté, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis retournée à l'école. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de formations, même des formations en ligne qui sont gratuites. On peut se former en ligne, on peut se former plus facilement que ce qui pouvait exister à l'époque. Donc, j'encourage les gens à être à leur place. Parce que si on n'est pas à sa place, on est malheureux. Et ça ne sert à rien d'aller gagner de l'argent, même si on gagnait beaucoup d'argent. Toi, tu as gagné beaucoup d'argent, moi, je gagnais beaucoup d'argent, mais on n'était pas heureux. Ce qu'il faut faire, c'est d'être heureux d'abord et de gagner l'argent. Là, l'argent a un autre goût.
Là, l'argent que je vais gagner a un autre goût. Là, je veux bien m'acheter une belle bagnole, là. J'en ai pas pour l'instant. Mais cet argent-là que j'ai gagné en faisant ce que j'aime n'a pas de prix. Donc, lancez-vous. Lancez-vous. Et pour les gens qui croient que c'est impossible, je pense qu'il y a des outils qui sont adaptés au siècle dans lequel nous vivons. Vendre sur Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et la machine à vendre et d'autres choses qui existent certainement, que je ne connais peut-être pas encore, nous permettent d'imaginer notre vie et de la réaliser en un temps très court. Donc, les gens, il faut vraiment qu'ils y aillent. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Et si l'entourage n'est pas content, ben, ils ne sont pas contents. Tant pis. Et le jour où vous êtes mal, vous allez vous rendre compte, si vous êtes mal, l'entourage n'est pas là pour vous aider. Hein. L'entourage n'est pas là pour... non, ils se disent, machin, ils vont peut-être critiquer et tout ça. Faites ce que vous avez à faire. Le jour où vous avez réussi, c'est une autre façon d'aider aussi les autres à suivre leur chemin. Je suis sûre que dans ma famille, aujourd'hui, avec tout ce que je vais leur montrer, je peux enfin dire à mes sœurs et à mes frères, s'il vous plaît, libérez vos enfants, quoi. Ils sont tous en train de les envoyer aller faire des études de médecine, des études d'architecte, des études de je ne sais pas quoi, alors que les enfants ne veulent pas. Il y a un petit cousin, lui, son truc, c'est, il chante comme Pavarotti, quoi. Mais il est en train de travailler dans un truc, il est au Canada, s'il m'entend, il n'aimerait pas que je dise ça, mais lui, ce qu'il a envie, c'est d'aller chanter. Laissez ce gamin chanter. Et il peut réussir. Quand on est passionné par ce qu'on fait, on peut réussir. Donc, message, c'est allez-y, allez-y, soyez à votre place. Le destin d'un avocat, ce n'est pas d'être une orange. Si vous êtes avocat, soyez avocat. Il ne faut pas être autre chose. Merci Jeanne, merci encore beaucoup pour ton partage. Et voilà, je pense que ce message, il va aller droit au cœur à beaucoup de personnes qui ont besoin de l'entendre pour oser, pour prendre confiance, pour se lancer dans son projet, même si les gens autour, en se moquant du qu'en dira-t-on, on va dire, et que ça finit par payer quand on apporte de la valeur comme tu l'as fait. Donc encore bravo et merci. Merci à toi. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as apporté. Merci beaucoup. Et je pense que c'est parti pour un long périple en tout cas. Merci pour le départ que tu m'as offert.